Dans ma précédente vidéo sur les signaux et le monde asynchrone, nous avons vu comment les ressources permettent de réaliser des opérations asynchrones en réponse au changement de valeur d'un signal. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'utilisation d'une ressource spéciale, c'est-à-dire le HTTP Resource. Une ressource conçue pour effectuer des requêtes HTTP de manière réactive, sans avoir à passer par un service qui injecte le HTTP client manuellement. Comme prérequis pour mieux suivre cette vidéo, vous devez avoir une bonne connaissance des ressources. Si ce n'est pas le cas, alors je vous recommande ma précédente vidéo sur le sujet. Lors de notre précédente vidéo, nous avons vu l'intérêt des resources en les utilisant pour résoudre un problème concret, à savoir récupérer les informations d'un repas à partir de son ID, puis pré-remplir un formulaire d'édition avec ces données. Donc c'est grâce à cette fonctionnalité que nous avons ceci. C'est-à-dire lorsque je pars de la liste des repas et que je fais édition, l'ID du repas est récupéré, des requêtes sont ensuite effectuées pour pré-remplir le formulaire que nous avons ici. Et pour pouvoir faire cela, nous avons utilisé les resources. Donc si je refais ceci, donc on voit que les informations que je récupère ici sont récupérées à partir de l'ID ici qui est 2. Et c'est ces informations qui sont utilisées pour pré-remplir le formulaire que nous avons ici, pour pouvoir éditer les informations du repas en question. Pour pouvoir réaliser cela, nous avons mis en place le code que nous avons ici. Donc, nous avons notre composant d'édition dans lequel nous récupérons les informations de routing, c'est-à-dire l'ID du repas, que nous utilisons ensuite comme paramètre de notre resource ici pour pouvoir récupérer les informations du repas que nous mettons plus tard dans le tableau, plutôt dans le formulaire d'édition. Si nous procédons à l'analyse rapide de ce code, vous allez remarquer ici que nous injectons un service qui est le Dish API Service et qu'à l'intérieur de ce service, nous procédons à l'injection du HTTP client pour pouvoir effectuer les requêtes HTTP comme nous les avons ici. Mais imaginez un instant si l'on pouvait faire exactement la même chose sans avoir besoin d'injecter le HTTP client dans ce service qui sera ensuite injecté dans notre composant pour que l'appel se fasse plus tard pour la récupération des données. Bref, si on pouvait se débarrasser de cette indirection que nous avons ici. Eh bien, c'est précisément ce que le HTTP Resource nous permet de faire. Donc, il s'agit d'une ressource spécialisée dans la réalisation des requêtes HTTP. Nous avons ici des extraits de code dont l'objectif est de nous montrer à quoi ressemble l'API public du HTTP Resource. Donc, si nous prenons notre premier extrait de code ici, donc cela nous montre déjà que pour créer un HTTP Resource, on procède comme pour les resources en utilisant le factory qui prend comme premier paramètre une fonction qui retourne l'URL vers laquelle nous souhaitons réaliser la requête HTTP. Le factory prend comme deuxième paramètre les options. Donc ici, c'est ici que nous indiquons par exemple la valeur par défaut de la ressource avant que la requête ne soit effectuée. Donc, dans notre cas, nous créons un signal qui est le product ID et nous faisons dépendre ce HTTP resource de ce signal qui est le product ID. Donc on voit ici que l'URL est fonction du product ID. Donc cela veut dire qu'à chaque fois que la valeur de ce signal change, en supposant que c'est un select, donc à chaque fois que la valeur de ce signal change, donc la requête HTTP sera réeffectuée. La valeur de l'URL ici sera réévaluée et la requête sera effectuée vers cette nouvelle URL à chaque changement de cette valeur. Le HTTP étant une ressource spécialisée dédiée à la réalisation des requêtes HTTP, donc elle dispose de certaines méthodes qui lui sont propres et qui sont liées aux requêtes HTTP. Donc on voit ici que nous avons la possibilité d'accéder par exemple à l'entête de la réponse, d'accéder au code, au status code de la requête. Si c'est une requête qui retourne du cas 104, tout cela, on peut récupérer ça à travers le status code. Ça, c'est juste les propriétés essentielles, mais on dispose d'autres propriétés qui sont propres à la réalisation des requêtes HTTP. Autre chose à savoir au niveau du HTTP resource, c'est que par défaut, les réponses sont parsées sous format JSON. Donc, lorsque nous faisons une requête de cette façon, donc le résultat est automatiquement considéré comme du JSON ou parsé sous format JSON. Mais le HTTP resource nous fournit des méthodes nous permettant de changer la façon dont nous souhaitons parser la réponse issue des requêtes que nous effectuons. Donc, on peut dire que nous souhaitons retourner le résultat sous format textuel. Donc, dans ce cas, on utilise le HTTP resource.test.
sous format blob lorsqu'il s'agit du téléchargement de données, etc. Enfin, il faut noter que le HTTP dispose également d'une séquence longue qui nous permet de passer des options comme on le passerait au HTTP client. Donc ici, on voit que nous avons la possibilité de préciser de façon explicite les différentes options de notre requête HTTP. Donc ici, on peut par exemple changer la méthode en supposant que nous souhaitons réaliser une requête de type POST. Il suffit de changer cela ici. Ou si nous souhaitons passer des entêtes spécifiques, on pourrait les changer ici. Donc, en fonction du besoin, nous pourrons utiliser les propriétés qui sont présentes au niveau des options pour pouvoir réaliser cela. Mais comme nous le verrons par la suite, la recommandation derrière l'utilisation du HTTP resource est que c'est fait pour réaliser des requêtes de récupération de données, non pas des requêtes de modification de données. Et nous verrons pourquoi dans la suite de la vidéo. Afin de voir à quoi ressemble l'utilisation du HTTP dans la pratique, nous allons reprendre notre implémentation précédente en utilisant cette fois-ci le HTTP resource. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'utiliser l'ID que nous avons ici, de réaliser la requête de récupération de repas et de mettre les informations dans le formulaire que nous avons ici. Donc ici, vu que le HTTP resource est une ressource spécialisée, nous avons vu tout à l'heure qu'il dispose des mêmes interfaces que le RIS resource. Mais la seule chose que ça nous ajoute, c'est que elle est spécialisée dans la réalisation des requêtes HTTP. Donc nous n'avons plus besoin de faire cette indirection où nous passons par un service dans lequel nous injectons le HTTP client et qui fait la requête. Donc nous allons garder ceci pour la référence. Nous souhaitons remplacer cela par un HTTP resource. Donc, je crée un HTTP resource. Et nous avons vu que à ce factory, nous passons comme premier paramètre une fonction qui doit nous retourner l'URL vers laquelle nous souhaitons effectuer la requête. Donc, pour ça, nous allons juste utiliser ce que nous avons au niveau de notre get dish ici. Donc, on va juste prendre directement cette valeur et l'utiliser. Donc, ici, je dis que je retourne ceci. Donc, on va importer le API URL, BaseURL, donc le dish ID. Donc, il s'agit de l'information qui change en fonction de l'URL. Donc, ici, il faut juste se rappeler que c'est un signal. Donc, derrière cette notation, ce que nous disons à travers ceci, c'est qu'à chaque fois que la valeur du dish ID change, réévalue cette fonction. Et le résultat issu de l'évaluation de cette fonction sera la nouvelle URL qui sera utilisée pour effectuer la requête. Donc, pour être ISO à ce qui était déjà ici, il nous faut maintenant préciser la valeur par défaut. Et pour ça, nous allons passer par la seconde option ici. Donc, on va préciser le default value ici, qui est la valeur nulle. J'ai fait l'erreur d'écraser tout le contenu. Donc, je fais ceci. Donc, je fais le save. Donc, si je retourne sur mon interface, donc on me dit ici que j'ai un problème de typage, que je ne suis pas explicite, ok? Donc, nous allons être explicite ici. Donc ici, il faut savoir juste que dans le cas du HTTP resource, ça fonctionne comme le HTTP client. Juste ça nous permet de faire le lien entre le monde synchrone des signaux et le monde asynchrone des observables dans ce cas, vu que c'est le HTTP client qui est utilisé derrière. Donc, il nous suffit, comme dans le cas du HTTP client, de préciser juste le type de la valeur retournée, c'est-à-dire la réponse. Contrairement aux resources où il fallait également préciser la valeur de l'élément servant de request ici. Donc, dans ce cas, on ne fait plus ça, mais on le fait directement, cette dérivation de valeur, on le fait directement à travers notre fonction que nous avons ici. Donc, pas besoin de préciser encore ce type, comme c'était le cas dans le cas des resources. Donc, nous allons retourner sur notre interface et voir ce que ça donne. Donc, si je reviens là, que je prends Burger par exemple, et que je fais Edit, donc on voit que les informations sont bien récupérées et que tout fonctionne comme c'était avant. Donc, on n'a pas eu à modifier quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que dans ce cas, le HTTP Resource est une ressource spécialisée, c'est-à-dire que nous avons les interfaces
qui sont communes aux ressources, qui sont toujours là. Ce qui fait que tout ce que nous avons avant fonctionnait. Donc, lorsque nous faisons, par exemple, je change les conditions réseau, que je passe en 3G, par exemple, que je fasse ceci. Donc, on va voir que lorsque je vais venir sur la page, le LODA apparaît. Il s'agit du LODA que nous avons mis en place en utilisant notre fameux loading. Donc, il s'agit de ceci. Et le isLoading, c'est un computed qui est basé sur la ressource que nous avons précédemment créée. Donc, c'est pareil pour l'erreur. Donc, si je restaure les choses ici, donc on revient dans l'état normal. Donc, les changements, ou ce que ce changement nous permet d'économiser, déjà ici, c'est que dans notre code, nous n'avons plus besoin d'injecter ce service et passer par cette indirection. Donc, on peut supprimer ceci. Pareil, le service, est-ce que nous l'utilisons? OK, ici, nous l'utilisons pour pouvoir gérer l'édition. Donc, du coup, on a besoin quand même de l'injecter. Mais nous n'avons plus besoin de ce service pour pouvoir récupérer les données. Donc, je peux supprimer ceci. Nous voulons ainsi de remplacer une ressource par le HTTP resource pour pouvoir effectuer cette requête de récupération du repas avant l'édition de la valeur. Donc, nous allons réaliser une seconde implémentation. Donc là, nous allons plutôt réaliser ce step ahead en utilisant le HTTP resource. Donc, cela nous permettra de découvrir un autre point de HTTP resource et pourquoi derrière, c'est recommandé de l'utiliser pour des requêtes de récupération. Donc, pour cela, je vais repasser sur ma page de liste. Donc, on va retourner ici sur le dish list qui est le composant qui nous affiche ces différentes informations. Donc, si on se réfère rapidement au code de la page, donc on récupère des informations des repas. Ensuite, on utilise une boucle pour pouvoir afficher les informations du repas, de ces différents repas. On affiche également le total, c'est-à-dire le nombre de repas dans notre liste, la taille de la liste. Donc, si nous référons à la partie HTML, plutôt à la partie TypeScript, donc on voit ici que nous injectons également le Dish API Service pour pouvoir effectuer les requêtes. Nous avons un form control dont nous réalisons le binding dans la partie HTML ici. Et ensuite, nous réalisons des requêtes à chaque changement de la valeur de notre input. Donc, on met en place le step ahead ici, de sorte que à chaque fois que cette valeur change, nous réalisons une requête vers un serveur pour pouvoir récupérer les informations et qui correspondent à la valeur saisie. Donc, lorsqu'on tape pizza, on a les informations de pizza. Si je tape burger, information de burger, etc. Donc, c'est du step ahead. Donc, nous allons réaliser la même chose cette fois-ci en utilisant le HTTP resource. Donc, nous allons commencer par mettre en commentaire encore une fois ceci pour des raisons de référence. Donc, je vais commencer par mettre en place le step ahead. Donc, je copie tout ceci. Donc ici, je me branche sur le changement de la valeur des inputs. Et je dis que je commence par émettre la valeur nulle la première fois que je viens. Et là, nous faisons la requête pour récupérer les différentes valeurs. Donc, on utilise un switch map de sorte que s'il y a plusieurs requêtes qui sont effectuées dans le temps, que les précédentes requêtes soient annulées. Donc, en supposant que là, c'est rapide, en supposant que je passe en mode 3G. Si je commence par taper, par exemple, des valeurs ici, donc on voit que c'est seulement la dernière requête qui est prise en compte lorsqu'il y a plusieurs requêtes qui se suivent de façon séquentielle. C'est la dernière qui sera prise en compte. Donc, c'est dans un but d'optimisation que c'est fait comme ça. Donc, l'autre chose qu'on aurait pu ajouter ici, c'est un debounce time
pour éviter que des requêtes se fassent trop rapidement, on aurait pu ajouter un debounce time ici, par exemple, et préciser une certaine valeur pour éviter que différentes requêtes se fassent dans le temps si la différence entre ces deux requêtes n'est pas supérieure à 500 millisecondes. Donc, on va tester cela. Donc là, c'est juste pour expliquer le type ahead avant de continuer. Donc, je désactive les conditions réseau dans un premier temps, je les ramène à la normale. Là, lorsque je tape rapidement, donc on voit qu'il n'y a aucune requête qui est effectuée là, parce qu'il n'y a pas un laps de temps de 500 millisecondes entre les saisies que je fais. Add chat qui est up. D'où le comportement que nous avons ici. Mais dans mon cas, j'ai fait exprès, je voulais attirer l'attention sur une chose. C'est à cause de ça que j'ai pas mis le debounce time. Donc, je laisse ça comme ça. Donc, l'idée derrière, c'est qu'il y a plusieurs requêtes qui sont effectuées. Et nous mettons en place le... Ici, les requêtes sont rapides, donc on ne voit pas l'intérêt du switch map. Donc, en supposant que nous avons quelque chose comme ça, donc on voit que maintenant que nous passons sur une condition de réseau qui est dégradée, lorsque nous avons plusieurs requêtes qui sont effectuées, le switch map, son intérêt ici, c'est que c'est la dernière requête seulement qui sera prise en compte. Donc, les précédentes requêtes ici seront annulées. Comme on le voit ici, toutes les anciennes requêtes qui ont été faites de façon séquentielle, toutes ces requêtes ont été annulées à travers le switch map et c'est seulement la dernière qui est appliquée. Donc ça, c'est l'intérêt du switch map. Donc si nous revenons à notre implémentation, notre but actuellement, c'est de réaliser les requêtes en utilisant le dish resource qui sera un HTTP resource. Donc nous avons vu que pour pouvoir réaliser des requêtes, il nous suffit de passer la bonne URL ici. Et l'URL doit être retournée comme valeur issue de l'évaluation de notre premier callback qui nous permet d'avoir le contexte de réactivité. Donc, nous allons retourner encore une fois au niveau de notre service et voir comment la création de cette URL se fait. Donc ici, nous avons des informations que nous récupérons pour pouvoir la passer au HTTP client ici. Donc nous allons refaire pratiquement la même chose ici dans notre contexte de réactivité. Donc dans ce callback, nous allons réadapter ce callback pour répondre à ce besoin. Ok, donc j'ai le let ici. Je crée un HTTP params. Donc nous avons vu tout à l'heure que je dois réaliser l'import ça. Le switch value, nous n'avons pas encore ça. Donc ça, c'est ce qui va représenter notre valeur qui change dans le temps et qui sera la valeur saisie par l'utilisateur. Donc pour faire passer le test, je vais juste mettre ici, dans un premier temps, switch value. Donc on va aller progressivement, vu que j'ai copié et collé le code. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de retourner cette URL au final. Donc pour le params, on va voir comment gérer cela. Donc l'idée, nous derrière, c'est juste de retourner ici la bonne URL. Donc on sait que quel que soit ce qui se passe, nous retournons cette valeur qui est le base URL. Donc on va importer cela si VS Code nous le permet. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le params. Mais nous avons vu tout à l'heure que pour pouvoir mettre en place le params ou ceci, nous pouvons le passer comme option de notre HTTP resource. Donc ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose comme ça. Déjà, nous devons préciser ici notre default value. Donc notre default value,
c'est nul. Et nous souhaitons également passer à les options qui représentent notre params. Donc, on va respecter la syntaxe précédente dans ce cas. Donc, ici, il nous faut retourner à la place de l'URL. Donc, nous allons plutôt retourner un objet ici. Donc, nous allons dire ici, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas l'autocomplétion. Donc, je vais dire ici que je vais effectuer une requête de type get et que mes paramètres représentent le param que je viens de créer. Donc, je peux utiliser la forme simplifiée comme ça. Donc, ça, je n'ai plus besoin de ça. Donc, c'est plutôt la méthode qui est du get. Dans ce cas, méthode qui est du get. Donc, pour l'URL, donc il s'agit de API base URL. Donc, en procédant de cette façon, j'indique déjà, donc on vient de réécrire ce qu'on faisait avant en utilisant le HTTP resource. Donc, si je prends le factory, je lui retourne le callback. Et le callback peut retourner soit l'URL ou soit un objet qui représente les options ou qui contient ou qui est la forme ou la syntaxe longue que nous avons vue du HTTP resource. Donc, nous retournons un objet avec les différentes informations. Donc, nous avons les options, à savoir la méthode qui est du get, l'URL, les paramètres que nous avons créés ici. Et nous disons que nous voulons comme valeur par défaut nulle. Mais nous savons ici que nous sommes en train de récupérer une liste de valeurs. Donc ici, au lieu de retourner nul, nous allons retourner un tableau dans ce cas. Donc ça veut dire que s'il n'y a rien ou qu'on arrive la première fois sur l'interface, c'est un tableau qu'on aura. Donc pour le moment, nous avons créé la ressource, mais nous ne l'avons pas encore branchée. Donc ça veut dire qu'ici, nous n'aurons rien pour le moment, on aura même des erreurs dans notre cas. Donc ici, ça fonctionne toujours parce que l'ancien flux est toujours branché sur notre HTML. Donc, nous allons modifier maintenant cela. Donc ici, nous allons commencer par enlever notre switch map. Donc on dit que nous écoutons les changements de valeur et nous commençons par émettre la valeur nulle comme étant la valeur initiale de notre site Valo. Donc, ce qui nous manque ici, au niveau du dish resource, nous avons mis cette valeur en statique. Mais l'idée serait de remplacer cette valeur par un signal. Donc, c'est le signal dont nous dépendons et dont la valeur va faire changer à chaque fois les paramètres de la requête ou l'URL. Donc, il nous faut trouver un moyen pour brancher cette valeur que nous avons ici, que nous puissions l'utiliser comme signal ici. De sorte que notre HTTP resource dépende de ça, ce signal, et que le changement de ce signal redéclenche la requête. Donc, nous faut déjà trouver un moyen de changer ceci, de convertir ce dish en un signal. Donc, ce que nous allons commencer par faire ici, c'est de remplacer cette valeur. Donc, je vais nommer cette valeur, donc je vais créer une nouvelle valeur qui sera un signal qui va se baser sur le flux que nous avons ici. Donc, je vais créer par exemple dish, comme ça, qui sera un signal. Donc, je vais utiliser l'opérateur d'interopérabilité. Donc, je vais mettre tout signal et je vais l'utiliser pour convertir ce flux que nous avons. Je vais le convertir dans un premier temps sous forme de signal. Donc, après cette conversion, je peux maintenant utiliser cette valeur dans mon contexte de réactivité. Donc, au lieu d'avoir déjà ici, c'est plus le dish, mais ça représente maintenant, la variable ne traduit plus la valeur, la variable ne traduit plus son contenu. Donc, je vais changer le nom. Au lieu d'avoir dish ici,
Donc, on peut dire que ça, maintenant, ça représente le switch value. Donc, ce switch value qui est maintenant un signal, je peux l'utiliser directement ici. Donc, ici, je peux faire 10 const ceci égale à 10 points. Je fais la valeur appel au getter de mon signal pour pouvoir récupérer la valeur. Donc avec ça, donc je commence par avoir des erreurs dans la partie HTML vu que le dish n'est plus un flux où ce que j'avais ici n'existe plus. Donc je peux commencer par enlever tout ça. Donc pour ne pas casser le code, je peux convertir déjà ceci. La façon dont j'ai l'habitude de procéder, c'est de... Ok, je retourne là, comme on l'a fait dans la vidéo précédente. Donc en faisant ceci, ça me crée la ressource qui me permet de faire la requête. Maintenant, ce qui nous manque ici, c'est de faire le lien pour la gestion des états et tout. Donc, ce que je vais faire ici, comme dans la vidéo précédente, je vais recréer mon dish maintenant, donc la liste. Je vais créer un computed qui va se baser sur la ressource que je viens de créer, c'est-à-dire le HTTP resource. Donc, on va faire comme dans la vidéo précédente. Donc, je vais dire que ceci, je vais récupérer la valeur. Donc, en procédant de cette façon, je peux maintenant utiliser ce dish dans mon template ici. Donc, vu que le dish devient maintenant un computed, ça veut dire que je dois changer les valeurs pour que ce soit des getters. Donc, ici, je peux simplement faire ceci. Pareil ici. Il me dit quoi? Que c'est unknown, ok. Si je prends le dish ici, ok, le dish est unknown. Donc, ça veut dire que ici, je peux typer. Je n'ai pas typé ma ressource. Donc, je vais juste dire ici que nous récupérons en réalité, dans la pratique, nous récupérons une liste de ressources. Donc, il faut noter que le HTTP resource dispose également d'une propriété qui permet de parser la donnée. Mais nous n'avons pas besoin de ça, mais c'est une fonctionnalité qui vous permet, par exemple, d'utiliser Zod pour pouvoir parser les données après la récupération et effectuer des traitements dessus. Donc, on aurait pu utiliser cette façon de faire et avoir un parseur, une fonction qui nous permet de parser les résultats et retourner et parser les données sous un type particulier au lieu d'avoir à préciser le type directement ici. Donc, ça, c'est une façon de faire également au cas où vous avez ce besoin d'avoir un parseur dédié. Vous pouvez le faire de cette façon. Sinon, vous indiquez directement le type ici comme nous l'avons fait précédemment et qui est similaire à la signature du HTTP client. Donc là, nous avons créé notre computed qui se base sur le RIS resource ou le HTTP resource. Donc on va faire un save ici. On va voir ce que ça donne. Donc déjà, j'ai pas d'erreur. Donc on voit que lorsque je viens la première fois, j'ai les informations qui sont récupérées. Donc si je tape pizza, donc je vois que les requêtes sont bien effectuées ici. Et j'ai le résultat qui correspond bien à ce que j'ai saisi. Donc, ça veut dire que ce que j'ai, cela fonctionne bien. Et je peux aller plus loin vu que c'est une ressource, le HTTP resource. Donc, je peux également procéder comme dans le cas précédent. Donc, je peux par exemple ici procéder à l'implémentation de cas de isloading. Donc, je peux récupérer ces informations et les utiliser pour traiter le cas d'erreur et de chargement de la donnée. Donc, je peux dire par exemple que ça, c'est mon isLoading et je peux l'utiliser ici pour mettre en place un loader. Donc, je peux récupérer ce code et dire par exemple que si, donc je vais mettre en place if ici et dire que si la donnée est en cours de chargement,
donc affiche ceci. Donc, je vais dire is loading. C'est un signal, donc je fais ceci. Je fais ça. Donc, je vais m'épargner dans ce cas de la gestion d'erreurs. Donc, si je retourne ici, que je change les données, les informations de réseau. Donc, si je tape pizza, je n'ai rien. Est-ce que j'ai le loading qui apparaît? Donc, je tape ceci. Oui, j'ai le loading qui apparaît juste en bas, là. Donc, on voit que ça apparaît lorsque la donnée, le chargement de la donnée traîne de trop. Dans le second point d'attention, ici, refaisons la requête. Lorsque je tape directement, je tape plusieurs valeurs comme ça. Donc, on note que malgré que je n'ai pas utilisé dans mes opérateurs ici, dans mon flux initial, on remarque que malgré que je n'ai pas utilisé ici, dans mon flux initial, on voit ici que je n'utilise plus l'opérateur switchmap. Mais malgré ça, on remarque ici, dans les requêtes, que nous avons le comportement du switchmap. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs requêtes qui arrivent de façon séquentielle, donc je reprends. Si j'ai plusieurs requêtes qui arrivent de façon séquentielle, on voit que, et qui sont rapides, donc on voit que toutes les anciennes requêtes sont annulées et c'est seulement la dernière requête prise en compte. Donc la raison pour laquelle nous avons ce comportement et qui va nous amener au prochain point, c'est que derrière le HTTP resource utilise le switch map. Donc ça veut dire que si nous avons plusieurs requêtes qui arrivent dans le temps, il annule les précédentes requêtes et considère seulement la dernière. Et c'est la raison pour laquelle l'équipe Angular nous déconseille d'utiliser le HTTP resource pour pouvoir réaliser des requêtes de modification. À se supposer, par exemple, que nous avons plusieurs requêtes de modification ou de mise à jour que nous lançons dans le temps. Donc, si nous lançons plusieurs requêtes et que ces requêtes sont annulées de cette façon, donc ça veut dire que toutes les modifications que nous aurons lancées dans le temps de façon séquentielle ne vont pas ces différentes requêtes ne vont pas atteindre le serveur ou ne seront pas réalisées. Donc, ça veut dire qu'on aura des comportements inattendus au niveau de notre application. Donc, en supposant que c'est des requêtes qui modifient, par exemple, 5 valeurs et que c'est seulement la dernière qui est prise en compte, c'est seulement la 5e modification qui sera prise en compte. Donc, ce n'est pas le comportement attendu dans une application, généralement, lorsqu'on fait des requêtes de modification ou de mise à jour. Donc, c'est pourquoi dans un cas de récupération de valeur, comme nous l'avons ici, ça ne pose pas de problème, mais dans le cas des modifications, cela peut causer des problèmes d'intégrité de la donnée ou de consistance de données. D'où le fait que ce soit déconseillé pour réaliser des requêtes de modification. Donc, c'est le point sur lequel je voulais attirer votre attention lorsqu'on utilise le HTTP Resource. Donc, j'ai regardé personnellement certaines vidéos d'un des auteurs de Angular Architect qui proposait de mettre en place une librairie qui permettrait d'avoir une interface ou des options pour indiquer quel opérateur nous souhaitons utiliser derrière, dans le but d'étendre cette fonctionnalité ou d'étendre cette fonctionnalité à l'utilisation d'autres opérateurs. Parce que dans le cas d'une modification, par exemple, l'opérateur qui serait pertinent d'utiliser dans ce cas, lorsque nous souhaitons réaliser les choses de façon séquentielle, c'est le concat-map. Alors que ce n'est pas aujourd'hui, le HTTP Resource ne nous permet pas de réaliser cela. Et lorsque nous avons des requêtes qui sont réalisées en parallèle, donc dans ce cas, on aurait utilisé par exemple le merge map pour que toutes les requêtes passent en même temps. Donc c'est ce cas que l'un des auteurs de Angular Architect propose de créer une librairie qui permet de répondre à ces besoins. Donc lorsque vous utilisez le HTTP Resource de façon classique, comme nous l'avons ici, donc il est conseillé de l'utiliser seulement pour réaliser des requêtes de récupération de données.
pas pour des requêtes de modification de données, à moins que vous souhaitez ce comportement, à savoir que lorsque plusieurs requêtes sont réalisées dans le temps, que ce soit seulement la dernière qui soit prise en compte. Donc, c'est le point d'attention et supposons que nous souhaitons gérer les statuts ou supposons que nous souhaitons, par exemple, afficher le status code. Donc, on aurait pu faire ceci. Donc, on a en plus de cela des propriétés comme status code qui nous permet de réaliser le statut, de récupérer le statut. Donc, supposons que nous souhaitons faire quelque chose comme ça ou avoir une fonction particulière qui nous affiche sur la page le statut. Si c'est OK, si c'est pas OK, donc on aurait pu procéder de cette façon. Donc, en supposant que nous souhaitons récupérer ces informations, on pourrait les récupérer, les afficher directement sur notre page. Donc, en supposant que nous souhaitons afficher ici le statut, donc on aurait pu faire quelque chose comme ça et l'afficher. Donc, on va voir ce que ça donne si on retourne sur l'interface. Donc là, on a une valeur qui est affichée ici qui est 200. Donc ça, c'est la particularité du HTTP Resource, c'est-à-dire qu'il nous fournit d'autres propriétés. Donc si on vérifie ici, au niveau du computed, donc vous verrez que nous avons d'autres propriétés comme le headers, bref, des informations qui sont propres à la réalisation des requêtes HTTP auxquelles vous pouvez accéder. Donc, autre chose également, en supposant que ici nous souhaitons vraiment implémenter la suppression. Donc, l'autre intérêt des ressources qu'on n'a pas pu voir dans la vidéo précédente, c'est le reload. Donc, ici, par exemple, en supposant que nous voulons implémenter la suppression, donc je peux faire un delete dish comme ça et passer le dish ID et faire un subscribe dessus. Et à l'intérieur ici, lorsque j'aurai une réponse, donc actuellement, supposons que nous mettons juste en place ceci. Donc sur l'interface, supposons que je cherche PI, j'ai deux valeurs. Ok, PI, j'ai deux valeurs et je supprime ceci. Donc je souhaiterais quand même que mon interface soit fidèle à la requête que j'ai effectuée. C'est-à-dire que après cette suppression, je dois refaire une requête pour récupérer la donnée pour que mon interface ne soit à jour. Donc, on s'attend à lorsque je fais ceci, de faire une requête de suppression. Donc, actuellement, si je le fais, la donnée sera supprimée, mais juste que mon interface n'est pas à jour. Donc, on voit que j'ai la requête de suppression qui est bien effectuée. Donc, on a notre delete qui est bien effectué. Jusqu'après la suppression, on s'attend à ce que l'interface soit rafraîchie. C'est-à-dire que notre pizza soit toujours prise en compte et que la liste qui est affichée ici soit la bonne liste. Donc, pour pouvoir faire cela, nous avons besoin de refaire une seconde requête pour pouvoir récupérer la valeur suite à la suppression. Donc, pour pouvoir effectuer cela, on peut, dans ce cas, utiliser la ressource que nous venons de créer et faire juste un reload. Donc, ça veut dire que ça va prendre en compte les dernières informations qui sont disponibles dans l'état de réactivité de la ressource que nous avons ici pour effectuer la requête. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je viens ici, je tape P. Donc, on voit que j'ai par exemple pâte carbonara. Je supprime cela. Je fais OK. Donc, on voit que après la suppression, donc il y a une autre requête qui est réeffectuée juste après avec les informations que j'ai déjà, ce qui me permet d'avoir l'interface qui est réactive. Donc, on voit que j'ai plus pâte carbonara qui est dans la liste et qui a été supprimée automatiquement. Donc, c'est l'intérêt du reload que je n'ai pas pu démontrer dans la vidéo précédente et qu'on trouve bien là. Donc, c'est l'utilité du reload au niveau des ressources. Et cela nous permet de garder notre interface qui est réactive, alors qu'on aurait fait la même chose avec les observables, on aurait souscrit. Au lieu de souscrire ici, on aurait passé par un switch map pour effectuer la requête
récupérer les bonnes informations et l'utiliser pour effectuer la requête. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo qui a porté sur le HTTP Resource. Donc l'idée derrière c'était d'explorer différents cas d'usage du HTTP Resource, d'explorer certains edge cases pour nous permettre de voir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le cas de la syntaxe long, le cas de la syntaxe simple et également l'utilisation du reload, comment nous pouvons récupérer également le status, etc. Donc encore une fois, rappelez-vous que dans son état actuel, le HTTP Resource n'est pas recommandé pour être utilisé pour des requêtes de modification, mais juste pour des requêtes de récupération de valeur. Et autre chose importante également à noter, c'est que le HTTP Resource est encore en expérimental pour le moment. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage et d'encourager le travail que je fais. D'ici là, portez-vous bien.